Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dans cette vidéo traiter le sujet qui a été donné aux élèves du club Sciences Po en entraînement dans le cadre de la question contemporaine et dans le cadre de la thématique la peur. Donc le sujet qui est tombé pour l'entraînement, c'est la peur, virgule, une arme politique, point d'interrogation. Voilà, donc je vais proposer ici un traitement de ce sujet-là. Donc en introduction, l'utilisation d'une arme se fait toujours à double tranchant. Elle permet de blesser ou de tuer. Et une arme est aussi ce qui peut nous blesser, ce qui peut nous tuer. Donc, la force d'une arme est toujours corrélée à une certaine incertitude. On peut se poser la question de savoir si on saurait s'en servir, si on saura bien nous en servir, ou si on s'en servira aussi pour le bien. De ce fait, la force d'une arme est toujours liée à un climat de peur qui l'environne, lié à l'échec de son utilisation, puisque quand on utilise une arme, ça suppose donc une intention, une réflexion, une certaine habileté et une finalité pour savoir ce qu'on va en faire. Et de ce fait, la question qui se pose, c'est de savoir si la peur en elle-même peut être considérée comme une arme. Et est-ce que dans le contexte du vivre ensemble, dans le domaine politique, qui va viser l'union, l'identification du groupe social, est-ce que la peur sera une arme efficace? Est-ce qu'elle ne serait pas, à l'inverse, un pathos consternant, une pathos, une passion, quelque chose que l'on subirait, et qui viendrait nous empêcher de nous organiser et de construire collectivement une identité politique? La peur ne serait-elle pas, donc à l'inverse, ce qui viendrait politiquement nous désarmer? L'arme peut d'abord être rapprochée de la notion d'outil, d'instrument. En tant que telle, la peur ne peut pas être considérée comme un outil en soi, elle est plutôt un sentiment, j'ai dit tout à l'heure un pathos. Cela dit, je ferai deux remarques, c'est que un outil en soi, ça n'existe pas. Un outil est toujours quelque chose de relatif, relatif à une utilisation contextuelle, à partir de laquelle l'homme va transformer un donné naturel pour se prémunir de quelque chose. Donc finalement, tout peut être utilisé, tout peut devenir finalement un outil. Et d'un point de vue politique, tout peut s'utiliser, c'est-à-dire tout ce qui relève des relations humaines, les désirs, les craintes, les espoirs, sont des sentiments capables de générer donc une force ou bien à l'inverse un effondrement collectif. Donc il n'y a rien d'absurde à considérer que la peur puisse être utilisée politiquement comme une arme, c'est-à-dire comme un matériau que le politique informe, c'est-à-dire auquel le politique va donner forme pour ainsi générer une identité ou une force collective politique. Cela dit, le matériau en question, notamment là, pour ce qui nous intéresse, le sentiment de peur, aurait quelque chose de paradoxal, doublement. Si l'utilisation d'une arme s'oppose à un sentiment qu'il doit juguler et surmonter, c'est bien le sentiment de peur. Utiliser une arme, c'est ne pas avoir peur de s'en servir. L'action politique, pour exister, semble devoir traverser et surmonter de multiples peurs pour viser une action commune, davantage fondée sur la confiance que sur la peur. Autrement dit, est-ce qu'il est raisonnable de considérer la peur comme une arme politique? N'y a-t-il pas en elle, dans la peur, donc des prémices sentimentaux, émotionnels, pathétiques, qui seraient de nature à dissoudre toute action politique? Si bien que le choix de la peur comme arme politique serait en réalité un bien mauvais choix dans les combats que la politique aurait à mener. Si la peur s'utilise comme une arme, n'est-ce pas à autre chose qu'elle ouvre? À la terreur, à la domination, à la manipulation psychologique, plutôt qu'à une action authentiquement politique. Cela dit, aucune politique ne se déploie ni ne se construit dans un contexte irénique,
eirene en grec, ça veut dire la paix, donc dans un contexte de paix ou d'harmonie spontanée. Le combat, le conflit, l'adversité, voire l'inimitié sont le lot concret de la réelle politique, la politique réaliste. Est-ce que dans ce contexte, la peur peut être considérée comme une arme, ou bien est-elle à l'inverse ce qui risque de destituer, de désarmer toute action à portée politique? J'ai terminé là mon introduction et ma problématisation. Je commence donc par un premier temps d'analyse que je pourrais titrer, que vous voyez ici dans la fabrication artisanale de la projection des titres derrière moi, l'utilisation de la peur. La peur fait-elle partie de l'arsenal politique? En quel sens la peur pourrait-elle être une arme politique? La peur est-elle ce contre quoi le politique devrait se prémunir, ou bien serait-elle ce que le politique devrait savoir utiliser, manier, manipuler? Remarquons que la peur n'est pas en dehors du jeu politique. Elle appartient à l'ambiance du politique qui, bien souvent, lutte pour la survie, que ce soit la survie des idées, la survie des partis politiques, la survie ou la survie des projets ou des actions qui sont menées, quand parfois, dans le domaine politique, il ne s'agit pas même carrément d'une lutte pour sa propre survie. On peut penser donc à l'élimination morale ou bien physique des opposants politiques, par exemple. Donc il n'est pas possible d'idéaliser la vie politique. On est plutôt à l'inverse dans la dimension concrète de l'existence, de la confrontation donc d'intérêts contradictoires, dans ce qu'il peut y avoir donc dans la société. La politique est donc à définir à partir d'une réalité, comme je le disais en introduction, non pas irénique, mais plutôt à partir d'un terrain conflictuel, conflit qui est soit larvé, c'est-à-dire sous-jacent, ou bien carrément déclaré, dans un contexte de guerre, par exemple, de guerre interne, ou bien même avec l'extérieur. Ainsi, la peur serait ce que le politique devrait savoir manier, manipuler, parce qu'elle serait le terrain d'action un terrain d'action, donc l'arrière-fond, si vous voulez, donc le bruit de fond, on pourrait dire, à partir duquel donc le politique serait toujours amené à agir. Donc ce terrain de la peur est toujours présent, fût-ce sous sa forme surmontée, puisque l'inverse de la peur étant la confiance. La confiance en politique peut toujours être comprise ou considérée comme une peur surmontée. On peut penser par exemple aux tractations diplomatiques qui permettent donc de poser des garanties contractuelles, des accords ou des traités à partir desquels on pourra avoir par exemple des pactes de non-agression. Donc on est bien, y compris donc dans le contexte de la confiance politique, dans une peur surmontée. Ce contexte ou ce climat de peur, qui est celui du politique, est lié au fait, nous semble-t-il, d'une non-transparence de nos relations humaines. Cette non-transparence, ou bien si vous voulez, cette opacité, le caractère opaque et non translucide, est lié donc à notre condition humaine, au fait que nous sommes des êtres qui sommes dans un corps, et ce corps est ce par quoi nous paraissons. Donc dans transparaître, il y a l'idée d'apparaître et à travers, trans. À partir de ce corps transparaît ma personnalité, mais plus encore dans le domaine politique, dans ces relations politiques où transparaissent nos relations, rien n'est complètement transparent. Cela tient au fait, à notre avis, que notre nature humaine n'est ni angélique, c'est-à-dire ni une condition d'ange, ni animale. La situation de l'ange, si on s'appuie par exemple sur la théologie de Thomas d'Aquin, qu'on appelle aussi donc le docteur angélique, la condition d'ange serait d'un point de vue théologique la condition de cet être qui aurait un corps
transparent, c'est-à-dire le corps à partir duquel les intentions de l'âme seraient parfaitement translucides. Donc dans une certaine forme, comment dire, d'innocence, ou en tout cas de clarté angélique, à partir de laquelle toute arrière-pensée ne pourrait pas être caché. J'ai parlé d'innocence, mais à vrai dire, c'est pas tout à fait exact. En tout cas, si on s'appuie sur l'angélologie de la foi catholique. Pourquoi? Parce que les anges peuvent aussi être des êtres déchus et non innocents. Si on pense à Satan, par exemple, qui est l'ange déchu en tout cas, déçu de ne pas être Dieu. Et c'est l'ange qui s'est rebellé contre Dieu. Eh bien, Lucifer, celui qui porte la lumière, a dit non à Dieu, c'est-à-dire non à sa condition de créature et s'est rebellé. Donc c'est du point de vue de la théologie chrétienne, l'inspirateur du péché. Et il est complètement transparent dans son intention, c'est-à-dire que d'un point de vue angélique, c'est l'ange rebelle, mais c'est pas, il n'est pas innocent. Donc contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure, puisque justement il se situe donc dans la rébellion et dans la volonté donc de la destruction. Bref, l'homme n'est pas un être angélique, c'est-à-dire que l'homme n'est pas un être transparent, il n'est pas non plus un être animal, et l'animalité, ce qui la caractérise, eh bien, c'est finalement, on pourrait dire, la réduction à sa corporéité. Ça veut dire qu'un animal, certes, peut être imprévisible, hein, on peut toujours prendre de la part d'un chat un coup de patte, voilà, un coup de gueule de la part du chien ou un coup de sabot de la part du cheval, donc d'une façon un peu imprévisible. Mais malgré tout, fondamentalement, l'animal n'est pas imprévisible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être autre que son animalité. Ça n'est pas le cas de l'être humain, qui se caractérise par la duplicité, c'est-à-dire par le caractère double. Et c'est bien cette non-transparence qui va caractériser donc le domaine du politique. C'est-à-dire que quand nous agissons politiquement, nous ne sommes jamais absolument sûrs et certains des intentions et aussi des actions et des paroles de l'autre. Hein, des promesses seront-elles tenues ou pas? C'est que l'homme est essentiellement double et marqué par la duplicité, c'est-à-dire par la possibilité de l'hypocrisie, du mensonge, de la manipulation, etc. Donc, on pourrait définir la nature humaine comme étant un esprit opaque, un esprit non transparent, un esprit qui transparaît dans la non-transparence, comme j'ai pu dire. Et donc cet esprit opaque, qu'est l'être humain, est un esprit trouble, un esprit troublé et troublant, qui fait que nous sommes toujours installés, du point de vue de notre nature humaine, dans une dialectique du caché et du montré. Nous cachons en nous montrant, et en nous montrant, nous nous cachons encore. Et c'est même quelque chose qui n'est pas forcément intentionnel, c'est quelque chose qui est lié à notre stature ontologique, notre être humain, qui n'est pas complètement révélé, puisque rien de nous ne dit absolument tout ce que nous sommes. Eh bien, cela est vrai du point de vue, par exemple, de la relation personnelle et intime à l'autre, par exemple donc dans l'amitié ou dans la relation amoureuse, c'est vrai, donc nous ne sommes jamais complètement transparents. Voulutions-nous l'être transparent, que nous ne le serions pas forcément, parce que même un je t'aime dit dans la relation intime dit ou manifeste ma confiance, mais ne peut jamais tout révéler absolument de tout ce que je suis. Mais alors quand on est sur le terrain politique, on est nécessairement sur le terrain de la non-transparence, parce que autant sur le terrain de l'amitié, je puis être ou de l'amour, je puis être dans cette relation donnée à l'autre, complètement donnée à l'autre, dans la dimension de la confidence ou de la confiance, où je me donne à l'autre et où je reçois l'autre, dans son intimité, dans mon intimité, dans ma singularité et dans la singularité de l'autre, et dans son caractère unique, autant dans le domaine politique, nous sommes nécessairement sur le terrain de la généralité. Ce qui veut dire que l'on ne peut jamais être dans une relation d'entière confiance. Ça n'est pas possible, puisque je ne puis, sur le terrain de la généralité ou sur le terrain de la publicité ou sur le caractère public, complètement dire et complètement révéler qui je suis dans une confiance
totale. Par exemple, sur cette vidéo, qui a un caractère forcément public, ou bien dans un cours, ou dans une parole publique, je dis quelque chose de moi, et je peux être tout à fait sincère et vérace, vérace est un synonyme de sincère, en parlant en vérité, mais je ne pourrais pas, du fait notamment de la publicité de mon discours, c'est-à-dire du caractère public de ma parole, être dans une livraison totale de ce que je suis. Trivialement, je vais pas me mettre à poil sur une vidéo publique, c'est pas possible. Bon, faut être un peu starbé, quoi, en fait, ou un peu déséquilibré. Donc, ça veut dire que sur le domaine de la parole politique, on est forcément donc sur le domaine de la parole publique, de l'action publique. Donc, on ne peut pas être donc dans cette totale confidence ou dans cette totale confiance. Ainsi, la duplicité est nécessaire, c'est-à-dire le double. Il y a ce que je montre et puis ce que je suis, quoi, en fait. Et il ne faudrait pas donc reprocher aux politiques donc de montrer de sincérité ou de manquer de sincérité, pardon, ou bien de ne pas complètement tout dire ou de tout révéler, comme dans ces émissions où on articule le privé et le public, où on aimerait bien connaître qui se cache derrière François Hollande, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy, etc., ou qui était le vrai Chirac ou Mitterrand, etc. Il y a forcément donc une duplicité du politique, et toute cette analyse pour dire que forcément, je ne peux pas complètement me confier à l'autre quand il me parle politiquement, quand il est dans ce type de parole, et je ne peux pas complètement lui faire confiance. De ce fait, il est nécessaire de se méfier, d'où le fait qu'il y ait donc une certaine méfiance et donc une certaine peur finalement dans ce terrain, dans ce champ du politique, qui ne peut pas être le champ de la confidence. Il faudrait même peut-être se méfier d'un politique qui pourrait un peu nous manipuler en nous disant « je vais vous parler avec le cœur » ou « je vais vous parler en toute confiance et en toute franchise ». Parlez franchement, c'est bien, mais ne nous faites pas croire que vous êtes en train de nous dire le fond du fond comme si nous étions votre ami. Le contexte de l'amitié ne peut pas se confondre avec le contexte de la publicité. Sinon, on serait dans une forme donc de prostitution. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Enfin, je peux aimer tout le monde, c'est une chose. Mais je ne peux pas être donc dans une relation qui serait telle qu'il faudrait que tous ceux qui m'écoutent en ce moment me considèrent comme si j'étais leur ami ou qu'ils étaient mon ami. Il y aurait une forme de mensonge là-dedans. Je dis ça sans rien retirer au fait que je peux être tout à fait sincère, tout à fait vrai, tout à fait vérace et même tout à fait amical dans mes propos. Mais encore une fois, cette parole publique qui est celle du politique et l'action publique qui est celle du politique ne peut pas être sans une certaine dimension donc de duplicité ou que j'ai appelé donc d'opacité, si bien que toute parole et toute action publique n'est jamais soustraite à la possibilité de revers, de double tranchant, et ce qui implique que l'action politique doit toujours finalement s'armer, en fait, d'une certaine façon, par rapport à ça, ou être armé par rapport à ça, et savoir donc utiliser ce contexte de duplicité, et donc se méfier, et donc agir dans un certain climat, finalement, de peur. On pourrait se poser la question, mais alors, est-ce qu'il en est de même dans l'amitié? Bah, justement, pas forcément, puisque la relation d'amitié, que je définirais comme étant donc une relation de confidence ou de confiance, ce qui la caractérise, c'est la possibilité donc du don sans réserve. Non pas qu'elle dise tout sans la possibilité d'un certain retrait, mais elle se dit tout entier. La relation dans l'amitié va se donner tout entier. Il y a bien la possibilité de la trahison, mais c'est pour ça que la trahison dans le contexte de l'amitié ou de l'amour encore plus est d'autant plus douloureuse et mortelle. Ça me fait infiniment souffrir parce que je me sens donc trahi, rejeté, répudié, etc., tout ce que vous voulez. Alors que la trahison dans le domaine politique, finalement, est quelque chose qui est de l'ordre de la normalité, où il faudrait donc tenir un peu cette morale de la fable de La Fontaine qui dit que la promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Il faut savoir que les promesses politiques sont toujours donc des promesses marquées par la duplicité, c'est-à-dire calculées, intéressées de quelqu'un qui joue, pas forcément pour se moquer de nous, mais parce qu'il y a des enjeux d'un point de vue politique
qui fait que le politique ne parle pas de lui-même, mais il parle bien donc de l'action commune avec laquelle il faut jouer. Commun, en allemand, ça se dit Gemein, qui donne Gemeinschaft, et communauté. Et ici, la communauté, ce qui est intéressant, c'est que le terme Gemein en allemand peut aussi signifier méchant. Et donc, il y a dans la communauté, la communication, quelque chose qui peut toujours être un méchant, à double tranchant, à revers, et de quoi il faudrait toujours se méfier. Donc, la peur semble donc être vraiment l'élément du politique que le politique doit savoir maîtriser et manipuler, finalement, pour savoir gouverner et aussi pour dominer les autres s'il veut être le maître, dominus en latin, c'est-à-dire s'il veut être le premier, c'est-à-dire le gérant, le gestionnaire politique. De ce fait, le politique forcément joue avec les peurs. Si on lit Spinoza dans son ouvrage qui s'appelle un ouvrage qui s'appelle le Traité théologico-politique, dans l'introduction, Spinoza nous explique que les hommes sont toujours pris entre deux pathos fondamentaux, qui sont la crainte ou bien l'espoir. L'espoir tourné vers l'avenir en fonction de ce que je voudrais avoir, et la crainte, la peur finalement, par rapport à ce qui pourrait m'arriver. Et c'est l'espoir et la crainte, selon Spinoza, qui font des êtres humains, en général, de tout être humain, un être qui pourrait être naturellement superstitieux, être prompt à croire, à être crédule, en fait. Superstition que Spinoza veut combattre en amenant finalement le règne de la raison, de la philosophie. Ça, c'est l'approche spinoziste. Mais à partir de cette référence à Spinoza, je pourrais dire que dans le contexte politique, nous autres êtres humains, nous sommes facilement entre la peur et l'espoir. L'espoir, c'est-à-dire quelque chose qui nous tourne vers l'avenir et la crainte que peut-être que ça n'arrive pas, ou la peur que les malheurs du passé se répètent, par exemple. Et c'est sur ce terrain-là que le politique doit agir et que ses raisonnements et que sa rationalisation, d'une certaine façon, va s'exercer. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire que le politique réaliste sait qu'il a affaire à ce matériau-là humain d'un peuple qui est toujours entre crainte et espoir, et d'une population qui n'est ni ange ni bête, c'est-à-dire qui n'est jamais transparente. Puisque je rappelle que ce qui va caractériser l'animalité, c'est d'une certaine façon sa prévisibilité, puisqu'un cheval ne peut pas être autre chose qu'un cheval. Et ce qui va caractériser l'ange, c'est-à-dire l'être surnaturel, c'est aussi sa transparence par rapport à... C'est un esprit dans un corps transparent, ce qui n'est pas le cas donc de l'humanité marquée par l'opacité. Ainsi, Machiavel, dans Le Prince, explique au chapitre 18 que le gouvernant ne doit pas être le prince, donc celui qui gouverne, le premier, principio en latin, donc le chef, ne doit pas être quelqu'un qui doit avoir donc une idée abstraite du politique, une idée morale du politique, du bien et du juste. Pour bien gouverner, le prince doit être absolument pragmatique. Et comme les hommes ne sont pas des anges, eh bien, il faut savoir utiliser donc ces sentiments donc du peuple en sachant à la fois jouer, nous dit Machiavel, sur la confiance et sur la crainte. Il faut que le politique, nous explique Machiavel, que le politique soit à la fois lion et renard. Il faut qu'il ait la force du lion, c'est-à-dire qu'il puisse être craint par le peuple pour pouvoir s'imposer, mais il ne doit pas être que lion, sinon il serait dans une certaine forme de spontanéité, une certaine forme de transparence trop prévisible, et il pourrait être finalement vite déjoué par les hommes hypocrites, beaucoup plus malins et beaucoup plus rusés. Donc il faut que le politique soit aussi rusé comme un renard, qu'il soit hypocrite, qu'il soit aussi félon avec des félons. Machiavel nous dit, voilà, si les hommes étaient des anges, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut faire avec ces êtres qui sont mi-esprits, mi-bestiaux, pour pouvoir donc les manier et les manipuler. Il faut que le politique ait la ruse du renard, mais il ne faut pas qu'il soit que ruse. S'il n'était que ruse sans force, le politique se ferait assez vite dégager, en fait. Donc il faut bien qu'il garde la force du lion et qu'il puisse inspirer la crainte sans la terreur.
puisque un politique qui pourrait terroriser pourrait susciter finalement la volonté d'une sédition et d'un renversement du pouvoir pour se débarrasser donc d'un tel tyran. Donc le prince habile, celui qui sait gouverner, saura jouer sur la crainte et sur la confiance, et pour cela, il faut bien avoir pris acte du fait que l'arrière-fond, le background politique sur lequel le prince va agir, c'est celui de la peur, qu'il faut savoir manier et manipuler. De ce fait, nous dit Machiavel, le prince doit être un grand simulateur et dissimulateur. Il doit être double avec des êtres doubles. Pour les doubler d'une certaine façon, c'est-à-dire les dominer, tout en assurant ses bases arrière, les doubler sans aller trop loin et assurer ses bases arrière, c'est toujours inspirer la crainte, en faisant peur donc. J'arrive à la transition de ma première partie ici. Cette façon de diriger par la peur du politique ne fait-elle pas du politique un terrain d'application d'une arme qui réduirait le peuple à l'état de bête et de troupeau qu'il faudrait dresser? Au final, à considérer que l'homme serait toujours donc dans la peur, comme j'ai dit tout à l'heure, mi-ange, mi-démon, enfin voilà, et qu'il faudrait savoir dominer cette populace d'êtres humains non angéliques, eh bien, est-ce que la description que Machiavel fait en jouant sur la peur et en utilisant la peur comme une arme, est-ce que ce serait pas réduire l'humanité à sa condition la plus basse, la plus servile, par une espèce donc de dressage qui consisterait à considérer l'humanité, le peuple, comme un troupeau plutôt que comme des êtres humains. Ainsi, la politique ne supposerait-elle pas le dépassement de la peur et une certaine forme de désarmement, donc de désamorcer ce qui d'abord aurait été compris comme une arme? J'arrive à ma deuxième partie que je titrerai de la façon suivante: la dissolution du lien politique. L'expression arme politique appliquée à la peur est problématique. Parce que la peur, comme on a pu le souligner, est un sentiment et qui est teinté de passivité, d'irréflexion, qui va impliquer la fuite ou bien la tétanie, c'est-à-dire l'immobilisation. Voilà. À l'inverse, dans l'expression arme politique, la notion d'arme suppose l'habileté, une certaine intention, la possibilité de décider, une détermination, une certaine intelligence donc, et au final une action. Donc la juxtaposition entre, comme dans le sujet ici, entre peur et arme politique pourrait être comprise comme étant finalement contradictoire, quasiment un oxymore. Un oxymore, donc c'est la juxtaposition de deux termes qui sont entre eux contradictoires. Donc la peur pourrait ne pas être une arme, au contraire, elle aurait peut-être tendance finalement à nous désarmer, à nous faire paniquer et à pas savoir réagir. Hein, si on pratique un petit peu les arts martiaux ou les arts du combat, on sait que les chances finalement de remporter une opposition, c'est plutôt la maîtrise de soi et de finalement de ne pas écouter ses peurs, la peur mentale, hein, spirituelle, on pourrait dire, mais aussi la peur physique et le fait de ne pas avoir peur de prendre des coups, par exemple, qui est une des conditions pour remporter un combat ou bien une opposition sportive, par exemple, hein, donc dans une confrontation donc, des équipes. Et donc, une arme politique, l'adjectif épithète politique ici, pourrait laisser entendre que dans la construction finalement de la politeia, c'est-à-dire de la vie commune, s'il est question d'être habile et de s'armer, peut-être que ça ne sera pas avec la peur. On voit, par exemple, si on lit le contrat social de Rousseau, au livre 1, que dans l'union sociale, il est nécessaire que tous renoncent à toute leur liberté naturelle pour endosser donc une liberté de droit. Ainsi, personne n'est au-dessus de personne, tous sont égaux à tous, ce qui veut dire que le magistrat, celui qui gouverne,
n'est pas quelqu'un qui se sert du peuple, mais quelqu'un qui sert le peuple. Donc le magistrat ou le magistrat doit être un fonctionnaire qui sert le peuple, qui doit servir ce que Rousseau appelle la volonté générale, c'est-à-dire l'expression du peuple. On pourrait dire que dans ce contexte-là, il n'y a pas de peur chez Rousseau. Il faut que la peur soit dépassée. Dans cette dimension donc, du service du politique, au contraire, le politique doit être au service de la volonté générale. La volonté générale, le corps politique, le peuple, est normalement donc uni organiquement pour construire une société et donc exprime sa volonté que le magistrat va traduire en loi, hein, qui doivent être validées par le peuple ou par des instances représentatives du peuple, une députation, des députés qui eux-mêmes doivent être au service du peuple et non pas se servir du peuple. À l'inverse, chez Rousseau, toujours et encore, dans une situation quasiment non politique ou de désagrégation du politique, de corruption du politique, eh bien le tyran est quelqu'un qui va servir ses intérêts particuliers contre la volonté du peuple, comprise là comme volonté particulière. Donc on a une lutte du particulier contre le particulier, la volonté particulière du tyran contre la volonté du peuple, qui n'est plus un peuple, mais que Rousseau qualifie d'agrégat, c'est-à-dire un troupeau, un tas. En fait, un agrégat, c'est un tas, c'est une accumulation. Et donc, dans le contexte dictatorial ou bien le contexte tyrannique, le tyran va imposer sa volonté en négligeant la volonté du peuple. Et là, on peut dire que, justement, c'est la peur est plutôt la condition de la tyrannie. Le tyran fait peur, impose sa volonté contre des personnes qui n'osent plus rien dire. Et dans ces cas-là, la politique n'est plus vraiment de la politique. Ça veut dire, si la politique, si ça vient de polis en grec, qui veut dire la cité, la vie ensemble, eh bien on voit que dans un contexte tyrannique, la vie politique est désagrégée, corrompue, pourrie. Hein, donc on n'est plus donc dans un contexte qui serait celui donc du vivre ensemble. On comprend alors que pour qu'il y ait ce contrat social au sens rousseauiste, il faut qu'il y ait le dépassement finalement de la dimension individuelle, de ce que Rousseau appelle l'état de nature, pour être donc dans un état social qui va supposer donc l'inverse de la peur, ce que j'évoquais dans le grand 1, c'est-à-dire la confiance, une certaine forme de confiance. Hein, même si on dit que cette confiance est une certaine forme d'idéal ou quoi, on voit quand même quelle est la condition de la vie politique. Hein, oui, je suis dans une deuxième partie où j'essaye de restaurer ce que j'avais, et d'une certaine façon de combattre ce que j'avais d'abord exposé en 1, de façon ici antithétique. On voit que la peur, utilisée comme une arme d'un point de vue politique, conduit le politique à imposer une domination. Donc, la peur est une arme de domination, mais elle n'est pas une arme politique au sens propre, puisque la peur serait ce dans quoi le politique s'abîmerait. S'abîmer, ça veut dire se corrompre, se gâter, se pourrir, mais s'abîmer, c'est un peu s'enfoncer comme dans un abîme, c'est un trou sans fond, en fait. Et donc la peur serait cette espèce d'angoisse, cette espèce de dépression du politique, que Hannah Arendt a thématisé notamment dans un livre qui s'appelle Les origines du totalitarisme, au tome 3, qui est, selon les explications d'Arendt, hein, donc les totalitarismes du XXe siècle sont le nazisme hitlérien et le communisme stalinien. Eh bien, le totalitarisme, c'est le règne de la terreur. Donc, la peur comprise comme fin en soi, hein, donc prise comme moyen et comme fin, hein, comme arme politique, conduit finalement à la terreur, c'est-à-dire à l'anesthésie, à l'asthénie, à l'immobilisme, à la tétanie, au repli sur soi. Enfin voilà, donc à une espèce de mort du politique. Le politique qui, à l'inverse, doit être la vie ou la respiration de la vie commune. Chez Hannah Arendt, toujours et encore, la vie politique est méditée dans un ouvrage qui s'appelle La condition de l'homme moderne, au chapitre 5, où elle parle de l'action. L'action est ce par quoi, nous dit Arendt, l'homme s'humanise au plus haut point. La praxis, elle reprend un concept ici classique de la philosophie antique. La praxis est ce dans quoi je m'humanise, c'est-à-dire je m'humanise donc ce dans quoi j'exprime ma liberté, non seulement au titre individuel, mais aussi au titre collectif, dans la politeia. Et Arendt commente une phrase qu'elle considère comme étant une phrase capitale, qu'elle reprend à Saint-Augustin. Saint-Augustin qui est un auteur du 5e siècle après Jésus-Christ,
Saint Augustin qui a écrit un livre qui s'appelle La Cité de Dieu. Et dans La Cité de Dieu, au livre 12, chapitre 20, Augustin explique, il parle donc de l'homme, il parle de la création par Dieu, de toute chose, et de la créature qu'est l'homme. Et il nous dit que l'homme est celui avant qui personne ne fut. C'est une phrase intéressante et qu'il faut méditer. Ça veut dire qu'avant l'homme, il y a bien quelque chose, mais avant l'homme, il n'y a pas quelqu'un. Donc avant l'homme, il n'y a que Dieu et la création finalement. Et donc, quand il y a quelque chose, quand il y a la nature, rien, nous dit Augustin, rien ne commence vraiment. Donc, pour que quelque chose commence, il a fallu que l'homme apparaisse. Et Arendt commente cette phrase d'Augustin, à partir du moment où l'homme apparaît, eh bien, quelqu'un apparaît, quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives. Donc, le concept d'humanité, enfin, le concept et la réalité humaine, en fait, c'est lié à la possibilité du commencement. Qu'est-ce que c'est que commencer? Selon saint Augustin, commenté par Hannah Arendt. Commencer quelque chose, c'est prendre une initiative. En latin, in itere. Itere, ça veut dire cheminer, et in itere, ça veut dire cheminer et rentrer dans. Donc le commencement, c'est le fait de rentrer dans quelque chose, de commencer une action, de commencer une œuvre, d'avoir un projet, etc. Avant l'homme, il n'y a pas de commencement, il n'y a que de la répétition. Ça veut dire que la nature est dans une espèce d'éternel recommencement où rien ne commence vraiment. La nature est dans un éternel maintenant, avant l'homme. Mais à partir du moment où l'homme est, c'est le concept d'histoire qui apparaît. L'idée d'un commencement, c'est-à-dire d'un avant et d'un après. Voilà. Et donc, Augustin nous dit, avant l'homme, l'homme est celui ante quem nullus fit, en latin, donc il est celui avant lequel personne, nullus, ne fut, nullus fit, ce qui en latin n'est pas nihil fit, nihil c'est rien. Donc Augustin ne dit pas avant l'homme rien n'était, c'est pas ça qu'il dit. Avant l'homme il y avait la création d'un point de vue théologique, hein, donc la mer, le ciel, les animaux, tout ça. Mais il y avait personne. Donc c'est à partir de l'homme qu'il y a quelqu'un. Donc ça c'est capital pour Hannah Arendt, c'est que l'homme est corrélé à l'idée de commencement, et donc l'action humaine et l'action politique est corrélée au fait de pouvoir commencer quelque chose. Et pour pouvoir commencer quelque chose, il faut qu'il y ait de la confiance. Ça veut dire que je peux commencer ma vie, je peux commencer à vivre parce que j'ai été éduqué, parce que j'ai été entouré par des parents ou par des éducateurs qui m'ont montré le chemin. Montrer en latin c'est magistro. Magistro c'est celui qui montre. Maestro, le maître. Maestro en italien. Et donc celui qui montre un chemin, mes parents m'ont montré un chemin, m'ont recueilli, accueilli, ce qui me met dans un rapport de confiance et qui m'ouvre à la possibilité d'une action et d'une initiative. D'où le drame, vous voyez, par exemple d'une enfance maltraitée, où il n'y a pas de véritable maître, ou bien, à l'inverse, des contre-témoins, c'est-à-dire des personnes qui vont mal agir. Si par exemple je suis un enfant battu, si je ne suis pas aimé, si je suis rejeté, tout cela sont autant de choses qui peuvent me briser existentiellement et qui feront de moi un adulte qui aura du mal à prendre des initiatives. Parce que brisé dans sa confiance en soi, et brisé dans la possibilité, donc dans sa capacité à croire qu'il peut transformer le monde, qu'il peut le reformer, le réformer, le changer. Donc on voit bien que cette rupture de la confiance me rendrait incapable de pouvoir changer le monde politiquement. Donc la condition du politique, c'est pas la peur, c'est le dépassement de la peur. Et le dépassement de la peur est bien dans la confiance. Donc tout ça a bien des bases donc dans l'éducation familiale d'abord, et ensuite donc dans l'éducation sociale, etc., via l'école, etc., ou tous les maîtres que je peux rencontrer, qui finalement me montrent un chemin qui est celui donc de la confiance en soi, de la croyance en soi, qui m'amène à croire que je peux effectivement prendre ma part dans cette dimension commune et politique pour pouvoir aussi changer le monde. On voit bien alors que la condition du politique, c'est bien une certaine égalité, comme dit Aristote au livre 2 des Politiques, une certaine égalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie.
Ça ne veut pas dire que tous les systèmes politiques sont uniformes. Il peut y avoir des monarchies, des aristocraties, des systèmes démocratiques, etc. Donc il peut y avoir une pluralité de formes de régimes politiques. Mais dans tous les cas, il semblerait qu'il faille qu'il y ait un dépassement de la peur. Parce que la peur serait justement ce qui politiquement nous désarmerait. Elle serait désarmante. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc tétanisante. Hein, donc maintenant, donc une espèce de repli sur soi, une espèce de dénudement me laisserait pauvre et misérable, précaire et sans capacité donc d'agir politiquement, de m'armer, armer non pas pour détruire, mais finalement pour me munir, pour me prémunir, pour devenir habile, habile. Ça veut dire avoir, et donc il faut se munir et se prémunir. Donc pour agir d'un point de vue politique, il faut savoir parler. Donc il faut se munir et se prémunir, c'est-à-dire être éduqué, savoir manier la parole, et puis donc être vecteur, facteur de projet, donc avoir des idées et des idées concrètes de nature, donc à pouvoir changer les choses qu'en fait. Ce qui suppose donc une certaine égalité, disais-je, en m'appuyant donc sur Aristote, parce que finalement, entre le gouvernant et le gouverné, il n'y a pas une relation d'inégalité naturelle, par exemple comme il pourrait y avoir entre, je prends le langage d'Aristote, entre le père et l'enfant, entre les parents si vous voulez donc et l'enfant, où il y a une dénivellation naturelle. Dans le politique, même s'il peut y avoir une forme de dénivellation artificielle, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autorité du roi ou alors le roi peut être dans le système féodal sur la base d'un pouvoir naturel, mais il y a quand même toujours quelque chose d'artificiel là-dedans. Enfin, même les êtres, les personnes vivant au Moyen Âge ont bien conscience de ça. Un roi a conscience de ça. Un roi peut être un mauvais roi. Enfin, les Anglais ont coupé la tête de leur roi au XVIe siècle, ce qu'on a fait aussi donc au XVIIe siècle. Donc, on sait que le roi est un être humain et on pourrait imaginer un pouvoir tyrannique qui puisse être renversé. Donc, les médiévaux ne croient pas que le roi c'est absolument Dieu. En fait, hein, s'il est représentant de Dieu sur terre, c'est un représentant, c'est pas Dieu lui-même. Donc il y a bien dans le pouvoir politique quelque chose de toujours artificiel, et donc la dénivellation entre gouvernant et gouverné, cette dénivellation artificielle qu'on retrouve dans la hiérarchie, qu'on retrouve dans toute hiérarchie, par exemple au travail, où il y a forcément une forme de dénivellation, elle ne retire rien au fait qu'il y a une certaine forme d'égalité sous-jacente, et cette égalité est une certaine forme, elle se traduit dans un rapport de confiance. Vous voyez, quand les anciens écrivent des livres et qu'ils le dédicacent au roi, par exemple dans la littérature, ils vont écrire votre dévoué ou votre obligé ou votre sujet, c'est-à-dire celui qui est assujetti au roi. Mais pour être assujetti, ça suppose aussi qu'il y ait donc une certaine forme de rapport de confiance. Et que je considère que le roi est un bon roi, que le souverain est un bon souverain, que le président est un bon président, etc. Ou qu'il sert les intérêts donc du pays. Donc vous voyez que d'un point de vue politique, si la peur est l'arrière-fond à partir duquel donc se construit la vie commune comme on a pu le voir en 1, il faut bien voir que cet arrière-fond est appelé à être dépassé, comme l'état social capable de dépasser ce qu'on appellerait donc l'état de nature. Alors, peut-être que le politique peut jouer avec la peur, hein, mais on voit bien ici que la peur, par exemple, hein, vous voyez des parents, par exemple avec leurs enfants, peuvent dire attention et peuvent faire peur en disant si tu fais ça, il va t'arriver tel problème. Mais le fait de jouer avec la peur ici est un moyen, mais n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas de terroriser un enfant. Si on terrorise un enfant donc de façon inconsidérée, on finit par instaurer en lui donc quelque chose qui va être une forme d'amertume, une forme de haine, une forme de rancœur qui va être complètement contre-productive, qui va devenir violente et qui de toute façon fera de lui un individu angoissé, violent peut-être, délinquant sûrement, et incapable de prendre de réelles initiatives. Ce qui suppose donc la confiance. Donc d'un point de vue politique, cette confiance, elle est fondamentale et donc elle nous amène à ne pas considérer donc la peur comme un instrument que l'on pourrait considérer comme une arme, sans quoi nous ne pourrons aboutir politiquement qu'à une situation de domination et non pas une situation de réelle politeia. Alors, ça veut dire que dans notre argumentation, la peur doit être surmontée politiquement, donc à partir d'une situation donc, de confiance, par opposition donc à une peur manipulatrice,
hein, qui finalement, visé comme fin en soi, pourrait terroriser. Et si ça peut avoir un sens dans la politique extérieure pour essayer d'impressionner ou terroriser ses ennemis, on conçoit qu'au moins en interne, la peur ne peut pas être considérée comme une fin en soi. Ou alors, ça voudrait dire que le pouvoir politique serait devenu tyrannique et se comporterait donc comme un tyran envers son peuple qu'il considérerait comme un ennemi. Un problème se pose ici, donc j'arrive à la fin de mon deuxième moment d'analyse. Qu'est-ce qui nous assure que les paroles, les actions du politique euh, constitue un facteur d'unité réelle appuyé sur un rapport de confiance. Est-ce que cette parole ou cette action du politique n'est pas toujours et encore, de près ou de loin, une forme de manipulation? Qu'est-ce qui peut nous garantir de ça? C'est-à-dire ici qu'on a un retour de la difficulté du grand 1 qu'on avait remarqué, qui est celle de la duplicité. La duplicité ne peut jamais être éradiquée de la parole politique et de l'action commune. Ce qui fait que, particulièrement dans le domaine politique, on n'est jamais à l'abri de coups de théâtre, de retournements, de trahisons, de coups fourrés, etc. C'est le propre du politique, d'une certaine façon. Il ne faudrait pas s'étonner, d'un point de vue politique, d'une trahison amicale, hein, comme celle qui s'était passée, par exemple, en 1995 entre Chirac et Balladur. D'un point de vue humain, on peut dire, voilà, un petit exemple contemporain. Hein. Donc, mon propos général ici est très philosophique, mais n'oubliez pas que dans le devoir de questions contemporaines, il vous faut puiser dans l'analyse de données contemporaines, évidemment. Hein. Donc, chose que je fais assez peu ici, mais enfin, je fais exception en prenant cet exemple-là. Quand je prends donc la relation politique entre Chirac et Balladur, hein, Chirac qui était challenger en fait, hein, donc pour l'élection présidentielle en 1995, derrière Balladur qui était donné favori. Il s'agissait donc de deux hommes très amis et politiquement, Chirac a trahi son ami de 30 ans, Balladur. Alors humainement, on peut dire oh là quelle mesquinerie, mais politiquement c'est un coup de maître, on pourrait dire, où il lui est passé devant. Il a su le doubler finalement en remontant dans les sondages et en battant donc le candidat de l'opposition de l'époque et en ayant doublé son rival de son propre parti. Donc, dans ma transition ici, il dit voilà, l'action politique, comment être sûr qu'elle puisse être sur un terrain donc de confiance et de dépassement de la peur. Vous voyez, on pourrait se demander si la peur n'est pas le terrain indépassable du politique, contre laquelle celui-ci doit toujours finalement s'armer et qui doit toujours savoir utiliser. Dans ce cas, à partir de cette transition que je suis en train de faire, ça veut dire que nous retombons finalement dans les difficultés de la première partie et qui consisterait à dire que c'est malgré tout le grand 1 qui devrait s'imposer, à savoir qu'il faudrait savoir manier la peur comme une arme du point de vue du politique. Est-ce que c'est à cette posture qu'il faudra donc définitivement nous arrêter? J'arrive maintenant donc au troisième moment d'analyse, ici que je titre de la façon suivante, l'armature politique et le dépassement de la peur. Voilà. La peur est-elle donc ce climat indépassable, co-substantiel aux politiques? Du fait donc de la concurrence, de la vie, de la survie des citoyens dans un contexte général qui exclurait tout véritable rapport de confiance. Confiance qui serait possible peut-être dans une relation singulière, comme on l'a dit tout à l'heure, amicale, hein, tel qu'Aristote le décrit par exemple au livre 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque, pour l'amitié, mais en tout cas qui serait toujours étrangère finalement à la dimension politique où on n'aurait jamais véritablement d'amis. Alors, si c'est le cas, ça voudrait dire que le fait de vouloir fuir la peur ou de vouloir la dépasser, la peur et toutes les manipulations qu'elle peut impliquer, ce serait finalement vouloir fuir le domaine du politique. On pourrait, mais ça voudrait dire qu'il faudrait se retrancher, soit dans sa vie singulière, retourner à son jardin ou à son bricolage, ou peut-être se cantonner à sa vie de famille, ou peut-être s'évader dans la vie poétique ou d'écriture, en tout cas dans un travail tout à fait personnel,
hein, d'idéalisation, mais enfin, ou en tout cas ou intérieur ou singulier, mais qui ne correspondrait jamais à ce qu'on appelle donc la vie commune et à la gestion de la vie commune, qui est le propre du politique. Alors, s'il faut assumer le politique, est-ce qu'il faut assumer la peur? Est-ce qu'il faudra l'assumer comme une arme qu'il faudra utiliser? Si c'est le cas, ça voudrait dire que ici, la peur devrait faire l'objet donc d'une habileté active. Or, on a vu, et c'est ce qui nous a posé problème, c'est que la peur est quelque chose qui relève donc d'un sentiment passif. Comment considérer la peur? Eh bien, ici, on pourrait dire que on peut considérer que la peur est le terrain naturel du politique, et j'insiste sur le terme naturel, c'est-à-dire le terrain initial, mais qui n'est pas non plus le terrain dans lequel le politique doit séjourner. Ça veut dire que le terrain naturel, c'est ce qu'on pourrait appeler donc l'état de nature, en tout cas, tel que Hobbes, auteur anglais du XVIIe siècle, l'a thématisé. Pour Hobbes, par exemple dans le Léviathan, hein, qui est un de ses ouvrages, l'état de nature est un état de guerre de tous contre tous. Vous connaissez sans doute cette expression, et aussi l'expression selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme, selon Hobbes. Et si vous voulez, de ce fait, quand on regarde et quand on lit Hobbes, cet état de nature est un état où les individus sont comme atomisés, des individus séparés. C'est un état théorique, hein, cette idée d'état de nature. Peut-être que ça n'a jamais existé, mais théoriquement, ça peut nous permettre de penser ce que nous ne sommes plus. Puisque la vie sociale est une vie de relation, une vie reliée, et nous ne sommes plus à l'état de nature. Mais on peut supposer que l'état de nature est un état donc d'individualité, d'individus séparés, et cette situation des individus, pour Hobbes, n'est pas une situation irénique, une situation paisible, c'est plutôt une situation de guerre de tous contre tous, non pas parce que les hommes sont méchants et mauvais, mais parce que il y a on pourrait presque dire cet instinct physique de survie, qu'il faut que je me préserve et qu'il faut que je survive. Et dans ce contexte, l'autre est pour moi une menace, parce qu'il est exactement dans les mêmes conditions de nécessaire survie. L'argumentation de Hobbes, pour définir ce qu'est l'état de nature, n'est pas tellement une argumentation morale. Il ne s'agit pas de dire que l'homme à l'état de nature est mauvais. L'état de guerre de tous contre tous n'est pas la conséquence du caractère méchant de l'homme, pas du tout. C'est plutôt la conséquence d'une situation physique, presque au sens scientifique du terme. Une situation naturelle, un peu comme des atomes qui sont en conflit et qui se fritent les uns les autres. C'est-à-dire que Hobbes s'appuie sur la définition physique, on pourrait dire de newtonienne, de la définition d'un corps naturel. Tout corps est soumis à un mouvement, d'un point de vue physique, un mouvement rectiligne uniforme dans la physique de Newton, sauf s'il est contraint par un autre corps. Et d'une certaine façon, la définition de l'être, c'est le fait de persévérer dans son être, donc de persévérer dans son essence. C'est la définition à partir de la physique moderne. Et donc, les individus sont comme des atomes qui cherchent à persévérer dans leur être, et où les autres sont une menace. Bon, oui. Sinon, c'est un cours. Et donc, pour persévérer donc dans son essence. Et si vous voulez, à l'état de nature, l'autre est une menace, nous dit Hobbes, parce que j'ai conscience, donc vous comprenez bien que l'état de nature, c'est pas une situation complètement animale, l'homme a conscience, donc il est quand même esprit. J'ai conscience que l'autre peut me menacer, parce que je sais que je suis mortel, nous dit Hobbes, donc il y a une égalité devant la mort. C'est-à-dire que même quelqu'un de très fort et de très balèze peut se faire éliminer par quelqu'un, même de chétif, de fluet. Il suffit simplement pour ça, par exemple qu'on empoisonne ma soupe ou qu'on me tue pendant mon sommeil, et même quelqu'un de très balèze, puisqu'il dort au moins, enfin en général 8 heures par nuit, il y a donc au moins un tiers de sa vie où il est complètement précaire, complètement exposé en fait. Donc voilà, je ne suis jamais complètement en garde. Et de ce fait, le terrain naturel de la relation à l'autre, eh bien, c'est bien celui de la peur d'être tué. Et donc, c'est le dépassement de la peur qui nous amène à nous unir socialement, nous dit Hobbes.
Et c'est là que la peur est doit se transmuer en crainte. Pour Hobbes, c'est pas la même chose. La crainte, c'est ce qui doit être dans le corps politique. Le corps politique, c'est ce à quoi Hobbes donne le nom de Léviathan. Léviathan, L-E-V-I-T-H-A-N, c'est le nom d'un monstre biblique qu'on trouve dans les psaumes. Et donc le Léviathan, c'est pas la terreur, c'est plutôt la construction par l'homme de la politeia de la cité, avec le chef, etc. Donc c'est la structure sociale, le Léviathan, qui doit inspirer la crainte, pas la terreur. C'est-à-dire que je dois craindre le pouvoir politique. Parce que si je ne craignais pas le pouvoir politique en tant que citoyen, alors je serais facilement, immédiatement dans la sédition, c'est-à-dire la révolution, l'opposition, et la destruction de ce corps politique. Parce que ce corps politique me contraint, eh bien, s'il ne me faisait pas peur, mais comprenez donc d'une peur policée, d'une peur civilisée, qu'on appelle la crainte, s'il ne me faisait pas peur en ce sens-là, je ne le respecterais pas. D'où, si vous voulez, la peur de l'agent de police, d'où la peur du juge, d'où la peur du politique. On va pas mettre une claque comme ça au président, enfin, faut quand même pas charrier. D'où la peur du professeur, qu'on va pas non plus frapper gratuitement, enfin, ni même insulter. Voilà. D'ailleurs, la peur de l'élève, non pas que les élèves nous terrorisent, mais une certaine crainte qui fait qu'on ne va pas maltraiter un élève. Donc vous comprenez que la crainte, ce n'est pas une peur naturelle, c'est pas avoir peur des gens. La crainte, c'est plutôt une dimension de respect qui fait que je ne vais pas faire n'importe quoi. Parce que je sais que si je faisais n'importe quoi, si je me laissais aller à mes pulsions naturelles, eh bien, mes faits et gestes, mes paroles, vont tomber sous le coup d'un tiers, c'est-à-dire d'une tierce personne, le juge, la loi et l'application de la justice par la police, par le bras armé finalement de l'État, et qui fait que finalement je vais devoir en répondre. Donc vous voyez que la crainte, c'est pas la peur, c'est pas la terreur. La crainte, c'est le dépassement de la peur naturelle. Donc la peur est bien le terrain du politique, mais elle n'est pas une arme politique. Elle est plutôt ce qu'il faut dépasser. Et donc on voit que, comme on a pu voir, en fait, c'est la peur utilisée comme une arme qui aurait tendance finalement à terroriser. Or, quand il y a terrorisme intellectuel ou terrorisme physique, eh bien, je vais amener l'autre, confiner l'autre à l'inaction, le réduire, finalement, le nier même dans son existence. Donc la peur ne peut pas, et la terreur ne peuvent pas être une arme politique. Si elles sont une arme, c'est une arme anti-politique, c'est plutôt une arme psychologique. C'est une arme de dissolution du politique pour finalement atomiser les gens et les faire régresser à l'état de nature. Ainsi, pour Hobbes, par exemple, dans le passage de l'état de nature à l'état social, nous passons du pouvoir naturel, se défendre soi-même, donc c'est ce qu'il appelle power in English, et en latin il prend le terme potentia, donc eh bien on passe de la potentia à la potestas. La potestas en latin, comme ça se prononce, c'est le pouvoir politique. Donc on passe du pouvoir naturel au pouvoir politique, de la potentia au potestas, et en anglais du power au wealth, W-E-A-L-T-H, donc comme Commonwealth, donc un pouvoir politique. Donc ici, l'autorité politique, c'est l'autorité que je vais craindre du fait que je comprends qu'il y a pire, il y a plus à redouter dans la négation du pouvoir politique en acceptant ce pouvoir. Donc la crainte, c'est l'acceptation du pouvoir politique qui va permettre le vivre ensemble. Et sans ce pouvoir, ce serait plutôt quelque chose de régressif que nous vivrions, de régressif à l'état de bête ou de brutalité. Et donc, l'utilisation de la peur vise quelque chose, donc comme d'une arme, viserait quelque chose de régressif. À l'inverse, le politique est celui qui sait, qui met en place donc la crainte, mais en vue finalement donc d'une vie commune vertueuse finalement, qui nous permet donc de vivre ensemble en vue de la vie politique. La peur n'est alors jamais une arme politique, elle est plutôt étrangère aux politiques, parce qu'elle est soit quelque chose qui relèverait donc de l'état de nature, soit quelque chose qui nous ferait régresser à l'état de nature. Je me permets de dire tout ça donc à partir de l'analyse de la pensée de Hobbes, avec lequel j'ai pu discuter, enfin là maintenant, c'est-à-dire que j'ai pu analyser par ces textes, parce que je parle pas avec les morts, mais voilà. Donc la relation humaine, l'humanisation implique donc un dépassement de ces peurs. La peur peut être la matière de cette humanité, mais elle n'en est pas la forme.
Donc, ce n'est pas la peur qui donne forme humaine. Au contraire, la peur va enlaidir, elle va abrutir l'homme. Et tais-toi, tais-toi, quand on utilise la peur comme information, c'est-à-dire quelque chose qui voudrait nous donner forme en utilisant la peur tout le temps, on va abrutir les gens. Vous voulez voir un abruti? Non, oui, un parfait abruti. Ça lui fait peur souvent. Arrête, allez, casse-toi. Donc, vous voyez par exemple dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, eh bien, on voit que c'est le règne de la peur chez les orques, hein, et chez Saruman et les disciples de Sauron, et on voit bien que la peur abrutit, qu'elle déforme. Les orques sont des êtres difformes. Hein, donc la seule information par la peur donc information, c'est-à-dire en donnant forme et même en véhiculant des informations qui font peur, a pour conséquence une déformation, un enlaidissement, une paupérisation de la pensée et même de l'humanité, qui va se traduire même dans une espèce de laideur et de difformité, jusqu'à nous faire peut-être passer à la barbarie et à la violence, peut-être. J'arrive donc à des éléments, si vous voulez, de conclusion. Je suis pas encore à ma conclusion, mais sans être étrangère aux politiques, la peur est ce que l'homme politiquement doit surmonter. Tout climat de peur artificiellement entretenu serait politiquement suspect. Quand la peur est utilisée comme une arme, c'est que nous en sommes à un conflit des représentations où l'on doit impressionner l'ennemi. Peut-être que ça peut nous servir finalement dans le conflit avec l'extérieur, où on cherche à impressionner par la peur, mais on est là à l'ultime stade qui précède celui donc de la guerre, mais en tout cas en interne, d'un point de vue politique, la peur ne peut jamais donc être comprise comme une fin en soi. Et je terminerai en disant que c'est même peut-être finalement l'utilisation de la peur comme arme politique, quelque chose qui serait la stratégie de l'arroseur arrosé, parce que celui qui utilise la peur, c'est celui qui fondamentalement a peur, en fait, qui finalement veut utiliser ses peurs, mais sans savoir les surmonter, parce que celui qui utilise la peur, c'est quelqu'un qui fondamentalement a peur de perdre le pouvoir, a peur, vous voyez comment les Césars, les grands tyrans ont peur de se faire assassiner, comment ils ont besoin de gardes du corps, etc. Bon, il peut être nécessaire d'avoir des gardes du corps quand on est un personnage public, c'est vrai, mais particulièrement quand on est quelqu'un de tyrannique dans l'exercice du pouvoir, on peut avoir particulièrement peur de se faire destituer. Voilà, donc il y a donc dans l'utilisation de la peur comme arme politique quelque chose qui a du mal à cacher le fait que l'on a soi-même peur et que l'on a finalement mal maîtrisé ses propres peurs et que l'on a du mal à rentrer dans une action authentiquement politique qui implique fondamentalement un dépassement de la peur. J'en viens donc à ma conclusion générale. La peur est-elle donc une arme politique ? Nous avons vu qu'il y avait là, dans cette expression, un paradoxe. Parce qu'une arme implique de l'habileté, implique de la maîtrise, alors que la peur suppose à l'inverse la non-maîtrise, une incertitude, voire une forme de tétanie ou d'inaction, comme on a pu le voir. Bien utilisée, peut-on penser que la peur peut être une arme politique redoutablement efficace ? Eh bien, on répondra que cette efficacité ne prévaut que dans des cas limites du politique, où il faudrait utiliser la peur. Par exemple, dans l'action politique qui devrait être menée face à l'inimitié, face à la menace, par exemple en temps de guerre. Mais comme arme politique, la peur ne peut être qu'un ultime recours, celui qu'il faudrait utiliser en dernière limite, comme une menace, hein, comme une manifestation de potentia en fait. De power en fait. C'est quand, mais on en est presque à la fin du politique là. Une situation de guerre est une situation limite du politique, de désorganisation, une situation de rupture. Et donc une situation d'utilisation de la potentia, disais-je, contre ce qui viendrait discuter la potestas. On peut peut-être alors imaginer que le pouvoir voudrait faire peur, mais en tout cas ne peut pas s'installer dans la peur s'il veut garder une potestas, c'est-à-dire une puissance politique légitime. Puisque cette potestas, cette puissance politique, n'a de légitimité que si elle est fondée sur une autorité rationnelle, raisonnable, reconnue, et qui pour cela n'a pas besoin d'utiliser la peur comme arme politique. Je vous remercie.